Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document sociologique qui est franchement fascinant. On parle d'un texte qui nous offre une plongée ultra brute, vraiment sans aucun filtre, dans le monde du travail moderne et de son aliénation. Faut dire qu'à l'heure du quiet quitting et des burn-out à la chaîne, c'est un texte qui résonne d'une façon assez dingue. C'est pas un document qui cherche à faire dans la demi-mesure. En fait, c'est une complainte viscérale écrite par un auteur anonyme qui en a juste ras-le-bol d'être broyé par la machine sociétale. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, la structure, les mots choisis et la vraie philosophie derrière ce cri du cœur. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation qui, honnêtement, pose le décor tout de suite. Dès les premières lignes, le ton est donné. L'auteur ne nous parle pas d'une petite baisse de motivation au bureau, non, il nous décrit une vraie privation de liberté. Quand il utilise le mot prison ou l'image d'être enchaîné à un rocher, on sent bien que l'enjeu émotionnel est colossal. C'est un sentiment d'étouffement à la fois physique et psychologique. Et c'est super important de garder ça en tête pour comprendre toute la rage qui va traverser la suite du document. Première partie, le diktat de la société et ses injonctions modernes. Alors là, on découvre le texte d'origine dans toute sa rudesse. C'est intitulé « La société me dit » et waouh, le langage est hyper agressif, familier, il y a plein d'argot. En analysant cet artefact, c'est frappant de voir à quel point ce style traduit l'impression d'être écrasé. Vous voyez, les fautes d'orthographe, les phrases un peu cassées, c'est pas des erreurs d'inattention. C'est la pensée pure, balancée dans l'urgence. Le texte n'arrête pas de marteler des ordres. Accepte, tais-toi. C'est vraiment l'incarnation littérale d'un système perçu comme oppressif et sans âme. Et c'est là qu'on arrive à une particularité structurelle vraiment unique. L'auteur a fait un truc assez incroyable. Juste à côté de ce premier texte brut, il a écrit une deuxième version. C'est exactement le même manifeste, le même déroulé d'idées, mais, attention, cette fois c'est écrit comme une allégorie poétique et mythologique qu'il a appelée « L'âge de l'homme me dit ». Visuellement, les paragraphes sont structurés pareil, mais l'univers passe d'un réalisme hyper cru à une sorte d'épopée tragique. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Deux langages, mais une seule colère. Place à l'analyse comparative. Ce qui est super intéressant quand on compare ces textes côte à côte, c'est de voir comment il traduit la réalité économique. Regardez à gauche, tu ne vaux pas mieux que le SMIC. Boum, c'est froid, c'est cash, c'est notre réalité tous les jours. Mais à droite, la même idée devient au plus bas du métal blanc. Le salaire minimum se transforme en une espèce de concept alchimique mystérieux. C'est brillant parce que le sens profond est exactement le même, mais cette touche mythologique donne à la précarité une dimension intemporelle, presque universelle. Et c'est la même dynamique avec la soumission psychologique. La transformation est radicale. Le premier texte, il va à fond avec des images hyper violentes, limite scatologiques, pour montrer l'humiliation au boulot. C'est pensé pour choquer. Mais le deuxième texte, il prend cette même violence et la sublime pour en faire une perte de dignité complètement épique, presque moyenâgeuse. Se faire humilier au bureau, ça devient ramper pour un serment ou être au corps à corps dans la boue. La galère du quotidien devient une grande tragédie humaine. Bon, il faut absolument faire une pause sur un terme précis que l'auteur utilise, les producteurs stériles. C'est un concept qui revient dans les deux textes. En gros, c'est une vision hyper sombre de la classe ouvrière. Il décrit des travailleurs dont la force vitale et la créativité ont été totalement siphonnées par des tâches répétitives. Pour l'auteur, le vrai drame du boulot moderne, c'est pas juste qu'on est fatigué physiquement, c'est qu'on nous vidait de notre capacité à inventer. On devient des simples outils. C'est quand même une ironie assez mordante, dans une société qui ne jure que par la sacro-sainte productivité, vous ne trouvez pas ? Troisième partie, l'aliénation et le désespoir. Voyons comment fonctionne ce cycle. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ce chaos, qu'est-ce que le système exige vraiment des travailleurs selon ce manifeste ? Il y a 3 grands axes. D'abord, une dégradation physique. Le corps lâche et on finit par carburer aux drogues légales juste pour tenir le rythme. Ensuite, une soumission psychologique totale. Faut souffrir en silence, se résigner. Et enfin, une pauvreté financière constante, histoire de nous maintenir juste à la limite de la survie. Bref, c'est la cartographie parfaite d'un épuisement institutionnalisé. Et tout ça illustre brillamment le rejet viscéral qui naît de ce constat. Face à ce rouleau compresseur, l'auteur ne cherche pas d'entre-deux. Il a même un mépris total pour ceux qui acceptent de jouer le jeu. Il compare ses collègues résignés à des moutons, à des vers de terre ou pire, à des zombies dans la version poétique. Le rejet est tellement profond qu'il dit textuellement que « chercher le repos éternel est préférable à cette vie d'obéissance ». C'est sombre, oui, mais c'est d'une puissance absolue. Quatrième et dernière partie, l'éveil à la liberté et la grande reconquête de soi. Heureusement, le document ne s'arrête pas sur ce fond du gouffre. En fait, il y a un virage spectaculaire. Si on décortique un peu la psychologie du texte, on voit vraiment 3 étapes. L'auteur commence par se voir comme un simple engrenage, un numéro sans valeur. Le choc de cette réalisation l'amène à la deuxième étape. Une phase très sombre où il envisage la fin juste pour échapper à l'horreur. Mais c'est là, précisément au plus bas, que le déclic se fait. L'étape 3, c'est l'éveil. Le rejet complet du système se transforme en une rage de vivre, un vrai tremplin pour reprendre sa liberté.
Ce revirement, il crève l'écran dans la conclusion du manifeste. C'est pas une défaite du tout. L'auteur réclame son humanité avec une force incroyable. Je suis né pour créer. Je suis porté à la lumière. Fini la complainte de la petite main écrasée par le système. Là, c'est le cri de ralliement d'un créateur libre. Il retrouve sa joie intérieure et affirme haut et fort que l'essence de l'humain, c'est pas d'obéir machinalement, c'est d'inventer. Et ça nous laisse sur cette question finale, le vrai cœur de notre analyse aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'on est condamné à n'être que des rouages dans une machine qui nous dépasse ? Ou est-ce que notre nature profonde, c'est de créer et de nous réinventer sans cesse ? C'est une réflexion super puissante. Au-delà de toute la colère crachée dans ces pages, ce qu'on retient, c'est une immense célébration de la liberté individuelle. Voilà de quoi nous faire pas mal cogiter sur notre propre rapport au travail. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage et gardez cette question en tête.